Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, La comédie humaine volume 11. Scène de la vie parisienne, tome 03. Par Honoré de Balzac. Chapitre 1, La maison Nucingen. À Madame Zulma Caro. N'est-ce pas à vous, madame, dont la haute et probe intelligence est comme un trésor pour vos amis, à vous qui êtes à la fois pour moi tout un public et la plus indulgente des sœurs, que je dois dédier cette œuvre? Daignez l'accepter comme témoignage d'une amitié dont je suis fière. Vous et quelques âmes, belles comme la vôtre, comprendront ma pensée en lisant La maison Nucingen accolée à César Birotteau. Dans ce contraste n'y a-t-il pas tout un enseignement social? De Balzac. Vous savez combien sont minces les cloisons qui séparent les cabinets particuliers, dans les plus élégants cabarets de Paris. Chez Véry par exemple, le plus grand salon est coupé en deux par une cloison qui saute et se remet à volonté. La scène n'était pas là, mais dans un bon endroit qu'il ne me convient pas de nommer. Nous étions deux, je dirais donc, comme le prud'homme de Henri Monnier, je ne voudrais pas la compromettre. Nous caressions les friandises d'un dîner exquis à plusieurs titres, dans un petit salon où nous parlions à voix basse, après avoir reconnu le peu d'épaisseur de la cloison. Nous avions atteint au moment du rôti sans avoir eu de voisins dans la pièce contiguë à la nôtre, où nous n'entendions que les pétillements du feu. 8 heures sonnèrent, il se fit un grand bruit de pieds, il y eut des paroles échangées, les garçons apportèrent des bougies. Il nous fut démontré que le salon voisin était occupé. En reconnaissant les voix, je sus à quel personnage nous avions affaire. C'étaient 4 des plus hardis cormorans éclos dans l'écume qui couronne les flots incessamment renouvelés de la génération présente, aimables garçons dont l'existence est problématique, à qui l'on ne connaît ni reintes ni domaine, et qui vivent bien. Ces spirituels condottieri de l'industrie moderne, devenue la plus cruelle des guerres, laissent les inquiétudes à leurs créanciers, gardent les plaisirs pour eux, et n'ont de souci que de leur costume. D'ailleurs braves à fumer comme Jean Bart, leurs cigares sur une tonne de poudre peut-être pour ne pas faillir à leur rôle, plus moqueurs que les petits journaux, moqueurs à se moquer d'eux-mêmes, perspicaces et incrédules, fureteurs d'affaires, avides et prodigues, envieux d'autrui, mais contents d'eux-mêmes, profonds politiques par saillies, analysant tout, devinant tout, ils n'avaient pas encore pu se faire jour dans le monde où ils voudraient se produire. Un seul des 4 est parvenu, mais seulement au pied de l'échelle. Ce n'est rien que d'avoir de l'argent, et un parvenu ne sait tout ce qui lui manque alors qu'après 6 mois de flatterie. Peu parleur, froid, gourmet, sans esprit, ce parvenu nommé Andoche Finot a eu le cœur de se mettre à plat ventre devant ceux qui pouvaient le servir, et la finesse d'être insolent avec ceux dont il n'avait plus besoin. Semblable à l'un des grotesques du ballet de Gustave, il est marquis par derrière et vilain par devant. Ce prélat industriel entretient un caudataire, Émile Blondet, rédacteur de journaux, homme de beaucoup d'esprit, mais décousu, brillant, capable, paresseux, se sachant exploiter, se laissant faire, perfide, comme il est bon par caprice, un de ces hommes que l'on aime et que l'on n'estime pas. Fin comme une soubrette de comédie, incapable de refuser sa plume à qui la lui demande, et son cœur à qui le lui emprunte, Émile est le plus séduisant de ces hommes-filles de qui le plus fantasque de nos gens d'esprit a dit « Je les aime mieux en souliers de satin qu'en bottes ». Le 3e, nommé Couture, se maintient par la spéculation. Il en affaire sur affaire, le succès de l'une couvre l'insuccès de l'autre. Aussi vit-il à fleur d'eau soutenu par la force nerveuse de son jeu, par une coupe roide et audacieuse. Il nage de ci, de là, cherchant dans l'immense mer des intérêts parisiens un îlot assez contestable pour pouvoir s'y loger. Évidemment, il n'est pas à sa place. Quant au dernier, le plus malicieux des 4, son nom suffira, Bixiou. Hélas, ce n'est plus le Bixiou de 1825, mais celui de 1836, le misanthrope bouffon à qui l'on connaît le plus de verve et de mordant, un diable enragé d'avoir dépensé tant d'apostrophes, esprit en pure perte, furieux de ne pas avoir ramassé son épave dans la dernière révolution, donnant son coup de pied à chacun en vrai Pierrot des funambules, sachant son époque et les aventures scandaleuses sur le bout de son doigt, les ornant de ses inventions drôlatiques, sautant sur toutes les épaules comme un clown, et tâchant d'y laisser une marque à la façon du bourreau. Après avoir satisfait aux premières exigences de la gourmandise, nos voisins arrivèrent où nous en étions de notre dîner, au dessert, et grâce à notre coite tenue, ils se crurent seuls.
À la fumée des cigares, à l'aide du vin de champagne, à travers les amusements gastronomiques du dessert, il s'entama donc une intime conversation. Empreinte de cet esprit glacial qui roidit les sentiments les plus élastiques, arrête les inspirations les plus généreuses, et donne au rire quelque chose d'aigu, cette causerie pleine de l'âcre ironie qui change la gaieté en ricanerie, accusa l'épuisement d'âme livrée à elle-même, sans autre but que la satisfaction de l'égoïsme, fruit de la paix où nous vivons. Ce pamphlet contre l'homme que Diderot n'osa pas publier, le neveu de Rameau. Ce livre, débraillé tout exprès pour montrer des plaies, est seul comparable à ce pamphlet dit sans aucune arrière-pensée, où le mot ne respecta même point ce que le penseur discute encore, où l'on ne construisit qu'avec des ruines, où l'on nia tout, où l'on n'admira que ce que le scepticisme adopte, l'omnipotence, l'omniscience, l'omniconvenance de l'argent. Après avoir tiraillé dans le cercle des personnes de connaissance, la médisance se mit à fusiller les amis intimes. Un signe suffit pour expliquer le désir que j'avais de rester, et d'écouter au moment où Bixiou prit la parole, comme on va le voir. Nous entendîmes alors une de ces terribles improvisations qui valent à cet artiste sa réputation auprès de quelques esprits blasés, et quoique souvent interrompue, prise et reprise, elle fut sténographiée par ma mémoire. Opinion et forme, tout y est en dehors des conditions littéraires. Mais c'est ce que cela fut, un pot-pourri de choses sinistres qui peint notre temps, auquel l'on ne devrait raconter que de semblables histoires, et j'en laisse d'ailleurs la responsabilité au narrateur principal. La pantomime, les gestes, en rapport avec les fréquents changements de voix par lesquels Bixiou peignait les interlocuteurs mis en scène, devaient être parfaits, car ces trois auditeurs laissaient échapper des exclamations approbatives et des interjections de contentement. « Et Rastignac t'a refusé ?» dit Blondet à Finot. « Net. Mais l'as-tu menacé des journaux ?» demanda Bixiou. Il s'est mis à rire, répondit Finot. Rastignac est l'héritier direct de Feu de Marsay, il fera son chemin en politique comme dans le monde, dit Blondet. Mais comment a-t-il fait sa fortune ? Demanda Couture. Il était en 1819 avec l'illustre Biancon, dans une misérable pension du quartier latin. Sa famille mangeait des hannetons rôtis et buvait le vin du cru, pour pouvoir lui envoyer 100 francs par mois. Le domaine de son père ne valait pas 1000 écus. Il avait 2 sœurs et un frère sur les bras, et maintenant, il a 40 000 livres de rente, reprit Finot. Chacune de ses sœurs a été richement dotée, noblement mariée, et il a laissé l'usufruit du domaine à sa mère. En 1827, dit Blondet, je l'ai encore vu sans le sou. Oh ! En 1827, dit Bixiou. Eh bien, reprit Finot, aujourd'hui nous le voyons en passe de devenir ministre, pair de France et tout ce qu'il voudra être. Il a depuis 3 ans fini convenablement avec Delphine. Il ne se mariera qu'à bonnes enseignes, et il peut épouser une fille noble, lui. Le gars a eu le bon esprit de s'attacher à une femme riche. Mes amis, tenez-lui compte des circonstances atténuantes, dit Blondet. Il est tombé dans les pattes d'un homme habile en sortant des griffes de la misère. Tu connais bien Nucingen, dit Bixiou. Dans les premiers temps, Delphine et Rastignac le trouvaient bon. Une femme semblait être pour lui dans sa maison un joujou, un ornement. Et voilà ce qui, pour moi, rend cet homme carré de base comme de hauteur. Nucingen ne se cache pas pour dire que sa femme est la représentation de sa fortune, une chose indispensable, mais secondaire dans la vie à haute pression des hommes politiques et des grands financiers. Il a dit devant moi que Bonaparte avait été bête comme un bourgeois dans ses premières relations avec Joséphine, et qu'après avoir eu le courage de la prendre comme un marchepied, il avait été ridicule en voulant faire d'elle une compagne. Tout homme supérieur doit avoir sur les femmes les opinions de l'Orient, dit Blondet. Le baron a fondu les doctrines orientales et occidentales en une charmante doctrine parisienne. Il avait en horreur de Marsay qui n'était pas maniable, mais Rastignac lui a plu beaucoup, et il l'a exploité sans que Rastignac s'en doutât, il lui a laissé toutes les charges de son ménage. Rastignac a endossé tous les caprices de Delphine, il l'a menée au bois, il l'accompagnait au spectacle. Ce grand petit homme politique d'aujourd'hui a longtemps passé sa vie à lire et à écrire de jolis billets. Dans les commencements, Eugène était grondé pour des riens, il s'égayait avec Delphine quand elle était gaie, s'attristait quand elle était triste, il supportait le poids de ses migraines, de ses confidences, il lui donnait tout son temps, ses heures,
sa précieuse jeunesse pour combler le vide de l'oisiveté de cette Parisienne. Delphine et lui tenaient de grands conseils sur les parures qui allaient le mieux. Il essuyait le feu des colères et la bordée des boutades, tandis que, par compensation, elle se faisait charmante pour le baron. Le baron riait à part lui. Puis quand il voyait Rastignac pliant sous le poids de ses charges, il avait l'air de soupçonner quelque chose et reliait les deux amants par une peur commune. Je conçois qu'une femme riche ait fait vivre et vivre honorablement Rastignac, mais où a-t-il pris sa fortune ? Demanda Couture. Une fortune, aussi considérable que la sienne aujourd'hui, se prend quelque part, et personne ne l'a jamais accusé d'avoir inventé une bonne affaire. Il a hérité, dit Finot. De qui ? Dit Blondet. Des sots qu'il a rencontrés, reprit Couture. Il n'a pas tout pris mes petits amours, dit Bixiou. Je vais vous raconter l'origine de sa fortune. D'abord, hommage au talent. Notre ami n'est pas un gars comme dit Finot, mais un gentleman qui sait le jeu, qui connaît les cartes et que la galerie respecte. Rastignac a tout l'esprit qu'il faut avoir dans un moment donné, comme un militaire qui ne place son courage qu'à 90 jours, 3 signatures et des garanties. Il paraîtra cassant, brise raison, sans suite dans les idées, sans constance dans ses projets, sans opinion fixe. Mais s'il se présente une affaire sérieuse, une combinaison à suivre, il ne s'éparpillera pas, comme Blondet que voilà, et qui discute alors pour le compte du voisin. Rastignac se concentre, se ramasse, étudie le point où il faut charger, et il charge à fond de train. Avec la valeur de Murat, il enfonce les carrés, les actionnaires, les fondateurs et toute la boutique. Quand la charge a fait son trou, il rentre dans sa vie molle et insouciante. Il redevient l'homme du midi, le voluptueux, le diseur de rien, l'inoccupé Rastignac, qui peut se lever à midi parce qu'il ne s'est pas couché au moment de la crise. Voilà qui va bien, mais arrive donc à sa fortune, dit Finot. Bixiou ne nous fera qu'une charge, reprit Blondet. La fortune de Rastignac, c'est Delphine de Nucingen, femme remarquable et qui joint l'audace à la prévision. T'a-t-elle prêté de l'argent ? Demanda Bixiou. Un rire général éclata. Vous vous trompez sur elle, dit Couture à Blondet. Son esprit consiste à dire des mots plus ou moins piquants, à aimer Rastignac avec une fidélité gênante, à lui obéir aveuglément, une femme tout à fait italienne. Argent à part, dit aigrement Andoche Finot. Allons, allons, reprit Bixiou d'une voix pateline. Après ce que nous venons de dire, osez-vous encore reprocher à ce pauvre Rastignac d'avoir vécu aux dépens de la maison Nucingen, d'avoir été mis dans ses meubles ni plus ni moins que la torpille jadis par notre ami des Lupeaulx ? Vous tomberiez dans la vulgarité de la rue Saint-Denis. D'abord, abstraitement parlant, comme dit Royer-Collard, la question peut soutenir la critique de la raison pure, quant à celle de la raison impure. Le voilà lancé, dit Finot à Blondet. Mais, s'écria Blondet, il a raison. La question est très ancienne. Elle fut le grand mot du fameux duel à mort entre la Châtaigneraie et Jarnac. Jarnac était accusé d'être en bons termes avec sa belle-mère, qui fournissait au faste du trop-aimé gendre. Quand un fait est si vrai, il ne doit pas être dit. Par dévouement pour le roi Henri II qui s'était permis cette médisance, la Châtaigneraie l'a pris sur son compte. De là ce duel qui a enrichi la langue française de l'expression « coup de Jarnac ». Ah, l'expression vient de si loin, elle est donc noble, dit Finot. Tu pouvais ignorer cela en ta qualité d'ancien propriétaire de journaux et revues, dit Blondet. Il est des femmes, reprit gravement Bixiou, il est aussi des hommes qui peuvent scinder leur existence, et n'en donner qu'une partie. Remarquez que je vous phrase mon opinion d'après la formule humanitaire. Pour ces personnes, tout intérêt matériel est en dehors des sentiments, elles donnent leur vie, leur temps, leur honneur à une femme, et trouvent qu'il n'est pas comme il faut de gaspiller entre soi du papier de soie où l'on grave. La loi punit de mort le contrefacteur. Par réciprocité, ces gens n'acceptent rien d'une femme. Oui, tout devient déshonorant s'il y a fusion des intérêts, comme il y a fusion des âmes. Cette doctrine se professe, elle s'applique rarement. Et dit Blondet, quelle vétille. Le maréchal de Richelieu, qui se connaissait en galanterie, fit une pension de 1000 louis à Madame de la Poplinière, après l'aventure de la plaque de cheminée. Agnès Sorel apporta tout naïvement au roi Charles VII sa fortune, et le roi la prit. Jacques Coeur a entretenu la couronne de France, qui s'est laissé faire, et fut ingrate comme une femme. Messieurs, dit Bixiou,
L'amour qui ne comporte pas une indissoluble amitié me semble un libertinage momentané. Qu'est-ce qu'un entier abandon, où l'on se réserve quelque chose? Entre ces deux doctrines, aussi opposées et aussi profondément immorales l'une que l'autre, il n'y a pas de conciliation possible. Selon moi, les gens qui craignent une liaison complète ont sans doute la croyance qu'elle peut finir, et adieu l'illusion. La passion qui ne se croit pas éternelle, est hideuse. Ceci est du fénelon tout pur. Aussi, ceux à qui le monde est connu, les observateurs, les gens comme il faut, les hommes bien gantés et bien cravatés, qui ne rougissent pas d'épouser une femme pour sa fortune, proclament-ils comme indispensable une complète scission des intérêts et des sentiments. Les autres sont des fous qui aiment, qui se croient seuls dans le monde avec leur maîtresse. Pour eux, les millions sont de la boue. Le gant, le camélia porté par l'idole vaut des millions. Si vous ne retrouvez jamais chez eux le vil métal dissipé, vous trouvez des débris de fleurs cachés dans de jolies boîtes de cèdre. Ils ne se distinguent plus l'un de l'autre. Pour eux, il n'y a plus de moi. Toi, voilà leur verbe incarné. Que voulez-vous? Empêcherez-vous cette maladie secrète du cœur? Il y a des niais qui aiment sans aucune espèce de calcul, et il y a des sages qui calculent en aimant. Bixiou me semble sublime, s'écria Blondet. Qu'en dit Finot? Partout ailleurs, répondit Finot en se posant dans sa cravate, je dirais comme les gentlemen, mais ici je pense. Comme les infâmes mauvais sujets avec lesquels tu as l'honneur d'être, reprit Bixiou. Ma foi oui, dit Finot. Et toi? Dit Bixiou à Couture. Niaiserie, s'écria Couture. Une femme qui ne fait pas de son corps un marchepied, pour faire arriver au but l'homme qu'elle distingue, est une femme qui n'a de cœur que pour elle. Et toi, Blondet? Moi je pratique. Eh bien, reprit Bixiou de sa voix la plus mordante, Rastignac n'était pas de votre avis. Prendre et ne pas rendre était horrible et même un peu léger, mais prendre pour avoir le droit d'imiter le Seigneur, en rendant le centuple, est un acte chevaleresque. Ainsi pensait Rastignac. Rastignac était profondément humilié de sa communauté d'intérêts avec Delphine de Nucingen. Je puis parler de ses regrets, je l'ai vu les larmes aux yeux déplorant sa position. Oui, il en pleurait véritablement, après souper. Eh bien, selon vous? Ah ça, tu te moques de nous, dit Finot. Pas le moins du monde. Il s'agit de Rastignac, dont la douleur serait selon vous une preuve de sa corruption, car alors il aimait beaucoup moins Delphine. Mais que voulez-vous? Le pauvre garçon avait cette épine au cœur. C'est un gentilhomme profondément dépravé, voyez-vous, et nous sommes de vertueux artistes. Donc Rastignac voulait enrichir Delphine, lui pauvre, elle riche. Le croirez-vous? Il y est parvenu. Rastignac, qui se serait battu comme Jarnac, passa dès lors à l'opinion de Henri II, en vertu de son grand mot, il n'y a pas de vertu absolue, mais des circonstances. Ceci tient à l'histoire de sa fortune. Tu devrais bien nous entamer ton compte au lieu de nous induire à nous calomnier nous-mêmes, dit Blondet, avec une gracieuse bonhomie. Ah, mon petit, lui dit Bixiou en lui donnant le baptême d'une petite tape sur l'occiput, tu te rattrapes au vin de champagne. Et par le saint nom de l'actionnaire, dit Couture, raconte-nous ton histoire? J'y étais d'un cran, repartit Bixiou, mais avec ton juron tu me mets au dénouement. Il y a donc des actionnaires dans l'histoire, demanda Finot. Richissimes comme les tiens, répondit Bixiou. Il me semble, dit Finot d'un ton gourmet, que tu dois des égards à un bon enfant chez qui tu trouves dans l'occasion un billet de 500. Garçon, cria Bixiou. Que veux-tu au garçon? Lui dit Blondet. Faire rendre à Finot ses 500 francs, afin de dégager ma langue et déchirer ma reconnaissance. Dis ton histoire, reprit Finot en feignant de rire. Vous êtes témoin, dit Bixiou, que je n'appartiens pas à cet impertinent qui croit que mon silence ne vaut que 500 francs. Tu ne seras jamais ministre si tu ne sais pas jauger les consciences. Eh bien oui, dit-il d'une voix câline, mon bon Finot, je dirai l'histoire sans personnalité et nous serons quittes. Il va nous démontrer, dit en souriant Blondet, que Nucingen a fait la fortune de Rastignac. Tu n'en es pas si loin que tu le penses, reprit Bixiou. Vous ne connaissez pas ce qu'est Nucingen, financièrement parlant. Tu ne sais seulement pas, dit Blondet, un mot de ses débuts. Je ne l'ai connu que chez lui, dit Bixiou, mais nous pourrions nous être vus autrefois sur la grande route.
La prospérité de la maison Nucingen est un des phénomènes les plus extraordinaires de notre époque, reprit Blondet. En 1804, Nucingen était peu connu. Les banquiers d'alors auraient tremblé de savoir sur la place 100 000 écus de ses acceptations. Ce grand financier sent alors son infériorité. Comment se faire connaître? Il suspend ses paiements. Bon. Son nom, restreint à Strasbourg et au quartier Poissonnière, retentit sur toutes les places. Il désintéresse son monde avec des valeurs mortes et reprend ses paiements, aussitôt son papier se fait dans toute la France. Par une circonstance inouïe, les valeurs revivent, reprennent faveur, donnent des bénéfices. Le Nucingen est très recherché. L'année 1815 arrive. Mongat réunit ses capitaux, achète des fonds avant la bataille de Waterloo, suspend ses paiements au moment de la crise, liquide avec des actions dans les mines de Wortschin qu'il s'était procurées à 20% au-dessous de la valeur à laquelle il les émettrait lui-même. Oui, messieurs. Il prend à Grandet 150 000 bouteilles de vin de champagne pour se couvrir en prévoyant la faillite de ce vertueux père du comte d'Aubrion actuel, et autant à Duberg en vin de Bordeaux. Ces 300 000 bouteilles acceptées, mon cher, à 30 sous, il les a fait boire aux Alliés à 6 francs, au Palais Royal de 1817 à 1819. Le papier de la maison Nucingen et son nom deviennent européens. Cet illustre baron s'est élevé sur l'abîme, où d'autres auraient sombré. 2 fois, sa liquidation a produit d'immenses avantages à ses créanciers, il a voulu les rouer, impossible. Il passe pour le plus honnête homme du monde. À la 3e suspension, le papier de la maison Nucingen se fera en Asie, au Mexique, en Australasie, chez les sauvages. Ouvrard est le seul qui ait deviné cet Alsacien, fils de quelques juifs convertis par ambition. Quand Nucingen lâche son or, disait-il, croyez qu'il saisit des diamants. Son compère du Tillet le vaut bien, dit Finot. Songez donc que du Tillet est un homme qui, en fait de naissance, n'en a que ce qui nous est indispensable pour exister, et que ce gars qui n'avait pas un liard en 1814, est devenu ce que vous le voyez, mais ce qu'aucun de nous, je ne parle pas de toi, Couture, n'a su faire, il a eu des amis au lieu d'avoir des ennemis. Enfin, il a si bien caché ses antécédents, qu'il a fallu fouiller des égouts pour le trouver commis chez un parfumeur de la rue Saint-Honoré, pas plus tard qu'en 1814. Reprit Bixiou, ne comparez jamais à Nucingen un petit carotteur comme du Tillet, un chacal qui réussit par son odorat, qui devine les cadavres et arrive le premier pour avoir le meilleur os. Voyez d'ailleurs ces 2 hommes, l'un a la mine aiguë des chats, il est maigre, élancé, l'autre est cubique, il est gras, il est lourd comme un sac, immobile comme un diplomate. Nucingen a la main épaisse et un regard de loup-cervier qui ne s'anime jamais, sa profondeur n'est pas en avant, mais en arrière, il est impénétrable, on ne le voit jamais venir, tandis que la finesse de du Tillet ressemble, comme le disait Napoléon de je ne sais qui, à du coton filé trop fin, il casse. Je ne vois à Nucingen d'autre avantage sur du Tillet que d'avoir le bon sens de deviner qu'un financier ne doit être que baron, tandis que du Tillet veut se faire nommer comte en Italie, dit Blondet. Blondet? Un mot, mon enfant, reprit Couture. D'abord Nucingen a osé dire qu'il n'y a que des apparences d'honnête homme. Puis, pour le bien connaître, il faut être dans les affaires. Chez lui, la banque est un très petit département. Il y a les fournitures du gouvernement, les vins, les laines, les indigos, enfin tout ce qui donne matière à un gain quelconque. Son génie embrasse tout. Cet éléphant de la finance vendrait des députés au ministère, et les Grecs aux Turcs. Pour lui le commerce est, dirait Cousin, la totalité des variétés, l'unité des spécialités. La banque envisagée ainsi devient toute une politique, elle exige une tête puissante, et porte alors un homme bien trempé à se mettre au-dessus des lois de la probité dans lesquelles il se trouve à l'étroit. Tu as raison, mon fils, dit Blondet. Mais nous seuls, nous comprenons que c'est alors la guerre portée dans le monde de l'argent. Le banquier est un conquérant qui sacrifie des masses pour arriver à des résultats cachés, ses soldats sont les intérêts des particuliers. Il a ses stratagèmes à combiner, ses embuscades à tendre, ses partisans à lancer, ses villes à prendre. La plupart de ces hommes sont si contigus à la politique, qu'ils finissent par s'en mêler, et leur fortune y succombe. La maison Necker s'y est perdue, le fameux Samuel Bernard s'y est presque ruiné. Dans chaque siècle, il se trouve un banquier de fortune colossale qui ne laisse ni fortune ni successeur.
Les frères Paris, qui contribuèrent à abattre l'eau, et l'eau lui-même, auprès de qui tous ceux qui inventent des sociétés par action sont des pygmées, Bourret, Beaujon, tous ont disparu sans se faire représenter par une famille. Comme le temps, la banque dévore ses enfants. Pour pouvoir subsister, le banquier doit devenir noble, fonder une dynastie comme les prêteurs de Charles Quint, les Fugger, créés princes de Babenhausen, et qui existent encore, dans l'Almanach de Gotha. La banque cherche la noblesse par instinct de conservation, et sans le savoir peut-être. Jacques Coeur a fait d'une grande maison noble, celle de Noirmoutier, éteinte sous Louis XIII. Quelle énergie chez cet homme, ruiné pour avoir fait un roi légitime. Il est mort prince d'une île de l'archipel, où il a bâti une magnifique cathédrale. Ah, si vous faites des cours d'histoire, nous sortons du temps actuel où le trône est destitué du droit de conférer la noblesse, où l'on fait des barons et des comtes à huis clos. Quelle pitié, dit Finot. Tu regrettes la savonnette à vilain, dit Bixiou, tu as raison. Je reviens à nos moutons. Connaissez-vous Bodnor ? Non, non, non. Bien. Voyez comme tout passe. Le pauvre garçon était la fleur du dandysme, il y a 10 ans. Mais il a été si bien absorbé, que vous ne le connaissez pas plus que Finot ne connaissait tout à l'heure l'origine du coup de Jarnac. C'est pour la phrase, et non pour te taquiner que je dis cela, Finot. À la vérité, il appartenait au faubourg Saint-Germain. Eh bien, Bodnor est le premier pigeon que je vais vous mettre en scène. D'abord, il se nommait Godefroy de Beaudenord. Ni Finot, ni Blondet, ni Couture, ni moi, nous ne méconnaîtrons un pareil avantage. Le gars ne souffrait point dans son amour-propre en entendant appeler ces gens au sortir d'un bal, quand 30 jolies femmes encapuchonnées, et flanquées de leurs maris et de leurs adorateurs, attendaient leur voiture. Puis il jouissait de tous les membres que Dieu a donnés à l'homme, sains et entiers, ni taie sur un œil, ni faux toupet, ni faux mollet. Ses jambes ne rentraient point en dedans, ne sortaient point en dehors, genoux sans engorgement, épine dorsale droite, taille mince, mains blanches et jolies, cheveux noirs, teint ni rose comme celui d'un garçon épicier, ni trop brun comme celui d'un calabrois. Enfin, chose essentielle. Bodnor n'était pas trop joli homme, comme le sont ceux de nos amis qui ont l'air de faire état de leur beauté, de ne pas avoir autre chose. Mais ne revenons pas là-dessus, nous l'avons dit, c'est infâme. Il tirait bien le pistolet, montait fort agréablement à cheval, il s'était battu pour une vétille, et n'avait pas tué son adversaire. Savez-vous que pour faire connaître de quoi se compose un bonheur entier, pur, sans mélange, au XIXe siècle à Paris, et un bonheur de jeune homme de 26 ans, il faut entrer dans les infiniment petites choses de la vie ? Le bottier avait attrapé le pied de Bodnor et le chaussait bien. Son tailleur aimait à l'habiller. Godefroy ne grasseyait pas, ne gasconnait pas, ne normandisait pas, il parlait purement et correctement, et mettait fort bien sa cravate comme Finot. Cousin par alliance du marquis d'Aiglemont, son tuteur, il était orphelin de père et de mère, autre bonheur. Il pouvait aller chez les banquiers, sans que le faubourg Saint-Germain lui reprochât de les hanter, car heureusement un jeune homme a le droit de faire du plaisir son unique loi, de courir où l'on s'amuse, et de fuir les recoins sombres où fleurit le chagrin. Enfin il avait été vacciné, tu me comprends, Blondet. Malgré toutes ses vertus, il aurait pu se trouver très malheureux. Et le bonheur a le malheur de paraître signifier quelque chose d'absolu, apparence qui induit tant de niais à demander « Qu'est-ce que le bonheur ?» Une femme de beaucoup d'esprit disait « Le bonheur est où on le met ?» Elle proclamait une triste vérité, dit Blondet. Et morale, ajouta Finot. Archimorale. Le bonheur, comme la vertu, comme le mal, exprime quelque chose de relatif, répondit Blondet. Ainsi La Fontaine espérait que par la suite des temps, les damnés s'habitueraient à leur position, et finiraient par être dans l'enfer comme les poissons dans l'eau. Les épiciers connaissent tous les mots de La Fontaine, dit Bixiou. Le bonheur d'un homme de 26 ans qui vit à Paris, n'est pas le bonheur d'un homme de 26 ans qui vit à Blois, dit Blondet, sans entendre l'interruption. Ceux qui partent de là pour déblatérer contre l'instabilité des opinions, sont des fourbes ou des ignorants. La médecine moderne, dont le plus beau titre de gloire est d'avoir de 1799 à 1837, passé de l'état conjectural à l'état de science positive, et ce par l'influence de la grande école analyste de Paris, a démontré que, dans une certaine période, l'homme s'est complètement renouvelé.
À la manière du couteau de Jeannot, et vous le croyez toujours le même, reprit Bixiou. Il y a donc plusieurs losanges dans cet habit d'arlequin que nous nommons le bonheur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.